Comme j'étais dans la recherche d'articles et références bibliographiques sur les traitements éco-guidés de l'épicondylite, je suis tombé sur plusieurs articles parlant de la prise en charge et état des lieux à l'heure actuelle de la prise en charge de l'épicondylalgie que je voulais vous soumettre parce qu'il y a quand même peut-être pas mal de choses qui ont changé. Pour ce qui est de parler de l'évolution naturelle, il apparaît qu'en l'absence de traitement instauré, ces épicondylites peuvent disparaître spontanément, mais dans des délais longs de 1 à 2 ans. Concernant le traitement rééducatif, ce sont en premier lieu les étirements qui sont retenus, notamment la réalisation d'étirements en mode excentrique. L'ensemble de la bibliographie à disposition ne permet pas de conclure sur un bénéfice thérapeutique qu'apporteraient les ondes de choc, la physiothérapie et le laser, mais à l'opposé, toutes les études qui ont jusque-là été menées ne prouvent pas que ces différentes méthodes sont inefficaces. Voici pour étayer cela les 4 études princeps existantes. Et on va ensuite aborder le sujet qui fâche, celui des infiltrations de corticoïdes. Alors j'avais déjà entendu dans une communication d'un congrès cette année que le traitement par infiltration n'était pas recommandé. Ceci m'avait interpellé. C'est pourquoi à la relecture de ce grand travail bibliographique, j'ai voulu bien creuser le sujet. Il ressort de toutes les grandes publications et séries que certes il y a un effet bénéfique à court terme de l'infiltration cortisonnée, que son effet efficacité à moyen et long terme est désormais controversé. Olausen, dans une série de 2015, a montré qu'à 1 an d'évolution, on avait un effet thérapeutique plus faible avec les injections de corticoïdes comparé à l'injection de sérum physiologique. De même, Smith, en 2002, montrait qu'à 3 mois, le groupe corticoïde répondait mieux qu'un groupe placebo, mais que ce n'était plus le cas à 1 an post-traitement. De Gene et ses collaborateurs concluent, eux, en 2017, à un risque d'échec du traitement chirurgical si réalisé chez un patient qui a bénéficié de 3 voire plus infiltrations corticoïdes. Pour ce qui est des PRP, on n'a pas encore de grand recul, mais il y a néanmoins dans la littérature beaucoup de publications à cet effet. Même si, comme vous le voyez là, sur 2 méta-analyses qui reprenaient quasiment les mêmes articles, ils avaient des conclusions différentes, avec pourtant les mêmes sources et même séries de patients. Plusieurs travaux, notamment ceux de Lim, basés sur une méthodologie de recherche rigoureuse, comparative, prospective, randomisée, montrent que, à terme, le résultat après traitement par PRP est supérieur au traitement rééducatif isolé. 4 autres études arrivent à la même conclusion, à savoir que le traitement par corticoïdes semble être plus efficace que les PRP, mais à long terme, c'est l'inverse. Ce sont les PRP qui vont donner un meilleur résultat fonctionnel aux patients. Alors bien évidemment, certains se sont posé la question si ce n'était pas l'effet de l'aiguille qui pouvait influer et non pas la molécule injectée. Pour cela, ont même été étudiés et analysés les traitements de perforation à l'aiguille, que les anglo-saxons appellent dry needling. Ça va avoir une action sur la vascularisation et la cicatrisation au niveau local. En tout cas, Uyghur et ses collaborateurs ont montré une efficacité thérapeutique supérieure au traitement par anti-inflammatoire et bracelet de contention, également dans un travail prospectif. En s'appuyant sur ce travail de perforation à l'aiguille, Mishra a réalisé une étude comparative, prospective, entre ces traitements à l'aiguille et les PRP. Et c'était à mon sens le meilleur moyen de pouvoir démontrer un effet thérapeutique des PRP, ce qui a été leur conclusion. Il faut enfin parler d'autres méthodes plus rares. Alors, je vais aller en bas de la diapositive mais dire que tout ce qui est toxine botulique est désormais abandonné. Et ensuite, même si je ne suis pas allé creuser le sujet sur la méthodologie et la réalisation, il est évoqué les injections in situ de sang autologue, c'est-à-dire prise de sang faite au patient et réinjection dans le tendon, qui permet donc de s'affranchir, je pense, de l'appareillage de centrifugation. À cet effet, 4 séries cliniques concluent à une supériorité de ce traitement par rapport à l'infiltration corticoïde.
et n'arrive pas forcément à montrer de différences statistiquement significatives avec le traitement PRP. Donc, je vais essayer de vous synthétiser le sujet que je maîtrise le plus, à savoir la chirurgie, en vous disant que dans l'histoire de la prise en charge des épicondylites rebelles, les techniques chirurgicales ont évolué. La première qui était faite était l'excision tissulaire des tissus inflammatoires avec des insertions de tous les épicondyliens à ciel ouvert, qui a évolué en simplification avec une désinsertion isolée du court extenseur radial du carpe à ciel ouvert puis sous arthroscopie. Certains vont y associer une réinsertion systématique, ciel ouvert, et la technique est désormais décrite sous arthroscopie. Et enfin, ont été développées les techniques de ténotomie du corps extenseur radial du carpe en percutané, technique dont la dernière évolution est de la réaliser avec écho-repérage. Il n'existe dans la littérature internationale aucun consensus quant à quel patient proposer une chirurgie sans aller jusqu'au bout des traitements médicaux et quant au choix de la méthode à employer. Un point important, c'est que l'imagerie, elle reste importante avant de discuter d'un geste opératoire pour être sûr du diagnostic et éliminer l'existence d'une pathologie endo-articulaire chondrale ou frange synoviale, mais elle n'influe en rien sur l'indication chirurgicale. C'est-à-dire que la description faite par nos confrères médecins radiologues, qu'il s'agit de simple fissuration ou rupture profonde, ne représente en soi aucun critère de gravité et n'influe donc pas sur le choix de proposer une chirurgie. Cette diapositive vous montre que les conclusions de différentes études sont controversées. On peut parfois montrer qu'on a un résultat identique entre la chirurgie des PRP, ou parfois l'un pourrait être supérieur à l'autre. Donc il n'y a pas de supériorité absolue démontrée du geste chirurgical sur le traitement PRP et les autres traitements conservateurs. Cette diapositive est importante parce qu'elle montre les facteurs d'échec et donc de récidive de la pathologie épicondylienne, que ce soit après traitement médical ou traitement chirurgical. Et là, dans les deux, on retrouve 4 facteurs de risque communs, à savoir sujet âgé, obésité, tabac et le sujet très controversé de l'infiltration de corticoïdes. L'étude de DeGene portait quand même sur 3863 patients et dit que 3 voire plus d'infiltration corticoïde augmente le risque d'échec d'une chirurgie secondaire. Alors quelle est la méthode opératoire idéale ? En littérature, il n'y en a pas. Que l'on peut, à la lecture des études et de ce travail rétrospectif, c'est dire que la chirurgie à ciel ouvert est celle qui peut donner le maximum de force, mais qui est responsable du plus gros taux de douleurs séquelaires post-opératoires. À l'opposé, le traitement percutané est celui qui a le taux de complications le plus bas, et il semble en tout cas que le traitement sous-arthroscopique ou percutané permette un retour à l'activité professionnelle des patients plus rapide. C'est pour cela que je pense qu'il faut s'intéresser de plus en plus à la ténotomie éco-guidée. Couple les avantages de la technique percutanée et arthroscopique. Prend donc un geste sécurisé où, en contrôle échographique, on peut parfaitement voir et réaliser de manière complète la section des fascias du corps extenseur radial du carpe et qui, plus est réalisé par certains auteurs sous anesthésie locale. On en retient donc un taux de complications faible et une récupération plus rapide. En conclusion, à la lecture de tout ce travail scientifique, je retiens qu'il reste légitime de proposer en première intention un traitement rééducatif aux patients souffrant d'une épicondylalgie rebelle, avec avant tout de travailler en étirement excentrique. Les ondes de choc n'ont aucune raison d'être proposées de manière systématique. Il semble ensuite qu'au vu de la littérature internationale, il faille privilégier la réalisation en seconde intention d'injection de PRP plutôt que de corticoïdes, quitte à proposer ou développer les injections autologues de sang. Et ce n'est donc que en cas d'échec de ces deux paliers qu'on est en droit de proposer un traitement chirurgical. Et là aussi, l'ensemble de la littérature recommande 6 à 12 mois de traitement bien conduit avant d'évoquer un geste chirurgical.